viens de réaliser en commençant cette vidéo que sur ma disquette là, il y a un début de vlog que j'ai complètement oublié de continuer. Je suis pas douée hein. En tout cas, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera non pas un vlog, visiblement avorté, mais sera un petit point lecture puisque j'ai 5 ouvrages à vous présenter. Et on a beau être dans le mois de la science-fiction, le mois d'avril, avec un beau challenge organisé autour des livres de SF, moi en ce moment j'ai envie de policier et de contemporain. C'est donc 5 ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui avec un ouvrage aussi de fantasy. On va commencer tout de suite dans un ordre particulier de celui que j'ai peut-être le moins aimé à celui où j'ai pris le plus de plaisir de lectrice. Donc on va commencer tout de suite avec cet ouvrage de Juan José Saer, je ne sais pas si je prononce bien, qui s'appelle L'Occasion. Il est comparé souvent à Borges, cet auteur argentin. C'est un ouvrage qui est paru il y a longtemps mais qui a été réédité aux éditions Tripod et j'ai craqué sur la couverture et aussi sur la 4e puisqu'on va suivre le personnage de Bianco, une espèce de presque prestidigitateur mais je dirais plus mentaliste qui se donne en spectacle. Il arrive à tordre des fourchettes par la pensée ou deviner des formes que vous voyez sur des cartes et qu'il ne voit pas. Et il connaît une espèce de mésaventure dans son travail et ça va l'obliger à quitter carrément le continent où il est pour s'exiler en Argentine. Il va acheter des terres, des têtes de bovins, une maison et il va aussi prendre une femme. Il va donc vivre en plein milieu de la pampa relativement isolé et il espère ainsi trouver la plénitude et le calme dans sa vie. Et ce jusqu'à ce fameux jour où il rentre chez lui, il découvre son épouse dans une position plutôt lascive, assise dans un fauteuil, le cigare à la bouche, en pleine discussion avec le meilleur ami de Bianco qui s'appelle Gary Lopez, son cher ami. Alors, Bianco commence très rapidement à avoir des doutes sincères sur la fidélité de son épouse, si vous voyez ce que je veux dire, étant donné que les draps aussi sont défaits et que y a des coussins un petit peu écrasés sur le lit. Donc lui, dans sa tête, il va commencer à se faire des films, un petit peu à la Crime et Châtiment, et on est avant tout dans un roman psychologique et constamment dans la tête de Bianco et on va découvrir ce qui lui arrive ainsi qu'à son épouse et son ami Gary Lopez tout au long de ces pages. Alors moi j'ai bien aimé l'histoire, même si la fin, sincèrement, la dernière phrase je n'ai absolument rien compris. Ça reste une tranche de vie, c'est un roman contemporain. Bon, ça se passe dans les années 1850, mais c'est un auteur relativement contemporain. Il est décédé aujourd'hui, mais voilà, on peut le classer dans les écrivains d'aujourd'hui. Et on est aussi toujours dans la tête du personnage de Bianco, que j'ai beaucoup apprécié, ce petit rouquin un peu chétif, maladroit, qui a du mal à tisser des relations, mais qui est quand même extrêmement intègre, et voilà, un peu un anti-héros. J'ai beaucoup aimé ce personnage, malgré sa lâcheté, malgré tous ces petits travers qu'il peut avoir. J'ai bien aimé ce personnage. On a souvent ces interrogations, forcément je vous le disais, on est un petit peu comme dans un Dostoïevski, et mais c'est surtout la plume, moi, qui m'a posé un petit souci, parce que bien que très travaillé et que ce soit la volonté de l'auteur de créer ces répétitions à longueur de temps, le style est quand même très lourd. Les phrases font très souvent pas moins de une demi, voire les 3/4 de page. Il y a de nombreuses répétitions, comme je vous le disais, dans les phrases, et à la lecture, vous pouvez vous dire que l'auteur fait ça parce qu'il ne maîtrise pas son style. Ce qui n'est absolument pas le cas, mais à la lecture, ça donne cette impression-là. Donc moi, ça m'a quand même gênée tout au long de ma lecture. C'est vraiment juste la lourdeur du style qui a fait que j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans et que en sortant de cette lecture, je me suis dit, est-ce que j'ai bien tout compris? Donc voilà, même si j'ai apprécié le protagoniste de l'histoire, même si j'ai bien aimé la façon dont il dépeint aussi la société argentine, quelques-uns de ses travers, notamment la dangerosité aussi des terres sur lesquelles il vit, il y a quand même des choses très fortes qui sont très poignantes qui sont racontées dans ce roman, heureusement, mais sinon voilà, toute la teneur, la finalité de cette histoire, je me dis bon,
est-ce que j'ai vraiment compris où est-ce que l'auteur voulait m'emmener? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, si vous l'avez lu, si vous avez lu l'occasion, dites-le moi en commentaire si vous avez compris la fin, parce que moi je suis sortie de là un petit peu en mode ouais, c'était la dernière page, d'accord. Voilà. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Si vous êtes amateur de livres sur la thématique de la luxure notamment, puisque c'est aujourd'hui la thématique de mon Instagram, je travaille beaucoup avec les péchés capitaux, eh bien écoutez, dites-moi en plus, et moi en tout cas je vous le conseille rien que pour découvrir cet auteur qu'on compare à Borges et à Borges, pardon, et découvrir un petit peu aussi ces éditions Le Tripode qui sont absolument splendides. On va continuer avec un roman que j'ai acheté en déambulant dans mon espace culturel, et lorsque j'ai vu le premier nom, j'ai dit waouh, celui-là il est pour moi. Un roman très très court aux éditions Point que je suis en train de découvrir, donc écrit à 4 mains, Tim Wheelock qui a rencontré Caril Ferret aux éditions des Quais du Polar en 2023. Ils se sont beaucoup appréciés ces deux auteurs, et le festival ainsi que les éditions Point ont proposé à ces deux auteurs, l'américain et le français, de collaborer sur un ouvrage policier assez page-turner. Et effectivement, on est dans un roman assez page-turner, très très court, et moi j'étais vraiment ultra curieuse de voir comment Tim Wheelock, qui écrit d'habitude des pavés, notamment la religion ou encore la mort selon Turner, et comment il arriverait à faire des chapitres aussi courts. Donc là on a 8 chapitres il me semble, alternés entre l'auteur américain et l'auteur de Zulu, dans cet ouvrage qui s'appelle donc le Steve McQueen. On est avec un ancien militaire qui était enrôlé dans la Légion étrangère, qui revient à Manchester après 20 ans d'absence. Il vient y trouver ce qui reste de sa famille, en particulier sa fille de 20 ans qu'il n'a jamais rencontrée. Alors il a financé ses études, mais il ne l'a jamais rencontrée. Mais ce n'est pas la seule raison de sa visite, il vient aussi pour récupérer le fruit d'un casse, en fait, un butin, sachant que c'est comparses de ce délit sont aujourd'hui soit introuvables, soit en danger. Donc il va venir en quelque sorte pour casser la gueule à des mecs et pour venir récupérer sa fille et le butin et tutti quanti et vivre heureux, il l'espère, pour ses vieux jours. Un personnage principal très attachant, bien que dès les premières pages il met une balle dans la tête de quelqu'un, il est beaucoup question d'armes à feu, ça va vite, très vite, on est sur des bécanes, on traverse des champs de tournesol, il est question beaucoup d'armes à feu, et c'est une forme de Tarantino en accéléré encore, avec, ça va à l'essentiel, vous n'avez pas de description, on est avec un mafieux aussi, puisqu'on va être entre l'Angleterre et la France. Je vous dis des bêtises en fait, Tim Wheelock il est britannique, il est absolument pas américain. Et donc on va être entre la Grande-Bretagne et la France, notamment dans la région lyonnaise. Donc c'est très intéressant de découvrir un petit peu ces deux cultures, ces chapitres alternés, avec le style très particulier de Tim Wheelock, un style un petit peu plus poétique de Caril Ferret, mais tout autant péchu, et voilà, ça bouscule, c'est palpitant, et comme le montre la plaque derrière moi, c'est la bagarre générale dans ce roman. Donc ici, il est surtout question d'avarice, mais aussi, je pense, de colère. Et d'ailleurs, en revenant sur cette plaque-là, qui illustre très bien ma photo sur Instagram, la photo que j'avais prise de ce roman, c'est un artiste de Pont-Aven qui fait ça, il s'appelle Jean-Marc Tabouret. Il est super cool, il est super gentil, vous le rencontrez sur les festivals. Et c'est une plaque qu'on a achetée en commémoration pour nos chiens, bien qu'ils soient toujours en vie. Mais comme ils nous cassent les pieds en permanence, on a pris cette plaque, bagarre générale, et on avait hésité avec mange-merde. Parce que oui, vous l'aurez compris, ces plaques sont dédiées entièrement à l'humour. Vous pouvez les faire personnaliser, c'est gravé à leur fin, et c'est juste trop de la balle ce qu'il fait, c'est trop bien. Donc nous on soutient son taf à 100%. Et je voulais quand même vous toucher un petit mot de cet artiste que je ne connaissais pas avant, mais que j'ai rencontré récemment dans une convention de tatouage. Bref, ça va très très vite, comme je vous le disais. Mais finalement, s'il y a certaines relations qui vont très vite, notamment des relations amoureuses, beaucoup trop vite,
Il y a quand même des choses qui prennent leur temps, mais c'est suggéré. Par exemple, cette relation entre le père et la fille qui ne se sont pas vus pendant 20 ans, mais vous comprenez que des choses ont mûri dans leur tête, que des sentiments ont eu le temps de mûrir, et c'est tellement beau ce qu'il en ressort, ce qu'il en ressurgit finalement, que j'ai bien aimé. Il y a quand même une sensibilité dans ce livre, malgré l'étroitesse du texte, vraiment, c'est... Voilà, il y a quand même des émotions, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'espoir. Et voilà, donc c'est quand même un livre que j'ai apprécié, même si pour moi, bah, ça va à 100 à l'heure. Ce n'est pas un livre que je conseillerais à des personnes qui disent finalement assez peu, parce que ça survole quand même. En surface, beaucoup de choses. Mais voilà, si vous êtes fan de policiers ou de l'auteur de la religion ou de l'auteur de Zulu, eh bien foncez, parce que moi j'ai passé un bon moment avec ce livre. On va continuer avec un livre qui m'a fait souvent lever les yeux au ciel, que j'ai trouvé un petit peu difficile à... pas très crédible on va dire. Il s'agit de B.A. Paris avec Derrière les portes, que j'ai terminé tout à l'heure. 335 pages d'une lecture mitigée. En fait, il s'agit d'un thriller psychologique et domestique. Alors, il porte très bien son nom de thriller, puisqu'on est dans un thriller quand même, et de nombreuses personnes sur Livre Addict, qui en moyenne lui ont quand même donné une note de 16,5, que je trouve vraiment très surfaite, ont quand même frissonné à la lecture de ce roman. Donc si vous êtes plutôt amateur de thriller tranquillou, mais quand même qui donne des frissons, allez-y, ça peut vous plaire. Pour moi, c'était clairement insuffisant. On est dans une société britannique assez huppée, surtout le mec en fait, Jack. Il est assez fortuné parce qu'il est avocat, elle travaille plus, et ça commence par une scène d'un dîner où on voit que Grace arrive à servir un dîner absolument superbe, où tout est splendide, parfait, et la société est parfaite. Et en fait vous vous rendez compte que derrière les portes de ces belles maisons, bah, ça ne se passe pas toujours très bien. Vu que le récit est très court et qu'il se lit extrêmement vite, je veux absolument rien vous dévoiler de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Grace va être sous l'emprise de Jack. Et je vous en dirai pas plus. Mais c'est un thriller, et c'est un thriller domestique. Donc il va en particulier être question de 3 protagonistes. Donc Grace, la sœur de Grace qui est une jeune trisomique qui est dans un institut pour l'instant mais qui va bientôt en sortir. Et puis donc Jack, l'avocat spécialisé dans la défense des femmes qui ont subi des violences conjugales. Donc une société parfaite, un couple parfait, mais comme vous pouvez vous en douter, rien n'est parfait. Et d'ailleurs rien n'est parfait dans ce roman, il y a de nombreuses lacunes, beaucoup de choses où j'ai pas forcément cru, des situations, je me dis non c'est pas possible qu'en fait on puisse penser à tout comme ça. Ouais, non, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais alors côté lecture ça s'est très bien passé parce que je l'ai ouvert, j'ai lu, et je l'ai fini. C'est-à-dire je voulais savoir la suite. Alors si je suis pas la meuf la plus contradictoire du monde, vraiment je ne sais pas. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce livre je l'ai trouvé moyen, mais que je l'ai dévoré. Voilà, on va savoir pourquoi. C'était bien, c'était une bonne lecture. Et c'est juste que voilà, c'est pas une lecture pour moi, mais... bah j'ai passé un bon moment, voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, je sais pas quoi vous dire de plus. B.A. Paris, je n'en lirai certainement pas d'autres, mais je suis contente d'avoir lu celui-là, de l'avoir découvert, et peut-être qu'il me restera en mémoire, qui sait, je ne sais pas. Je viens juste de le terminer, donc je peux pas vous en dire plus, si vous êtes amateur d'histoires de femmes qui subissent des choses, si vous êtes amateur de porte close, on va dire, et ben ça peut vous plaire. Et c'est quand même un roman qui a filé les chocottes à pas mal de gens, donc je peux vous le conseiller si vous êtes amateur du genre. Allez, on enchaîne avec les 2 derniers livres pour pas que cette vidéo dure 100 000 ans. La seule et unique œuvre de fantasy dans cette vidéo que j'ai lue, c'est La Voix des Rois 2, les archives de Rorschach de Brandon Sanderson, lu en commun avec Oriane Miss Chacha Misère Pourpre, pardon, Chacha Misère Pourpre. On s'est régalé dans cette lecture, et même si on n'est pas les mieux placés pour faire des beaux résumés,
n'est-ce pas, Oriane? Eh bien, je vais quand même essayer de vous en faire un, bien que ça fait un petit moment que j'ai lu l'histoire. On est avec 4 personnages principaux qui évoluent dans un univers donc de fantasy adulte, avec d'abord Shallan, qui est une jeune femme qui veut apprendre des choses, qui est une apprentie au service d'une prêtresse qu'elle essaye de trahir. Elle essaye de lui voler un artefact très important pour orchestrer sa propre vengeance. On est aussi avec le personnage de Kaladin, un ancien apprenti chirurgien qui a appris avec son père. Alors le métier de chirurgien à l'époque c'était un métier assez ingrat, hein, c'était assez mal vu dans cet univers-là. Salut mon bébé! C'était assez mal vu dans ce monde-là et c'est vrai que Kaladin il a un petit peu eu du mal à continuer sa voie ainsi. Il s'enrôle donc dans l'armée où il est chef, mais c'est vraiment un tout petit chef. En gros il est porteur de pont. Donc c'est un métier super pénible et il a une équipe qui lui est entièrement vouée dans ce tome 2. Il porte des ponts pour qu'il puisse y avoir des combats là-haut dans les plaines brisées. Des combats entre différentes races d'ailleurs. Et puis encore 2 autres personnages qui sont assez importants pour l'histoire, notamment un qui a des visions de plus en plus délirantes dans ce tome 2, et le 4e qui est son fils. Donc voilà, 4 personnages qui peuvent soit mener cet univers à sa perte, soit le sauver. Pourquoi? Parce que par le passé, il y avait des chevaliers radieux et en fait ces chevaliers ont abandonné les humains, ils ont déposé les armes, les épées, et en gros ils ont lâché les humains, ils ont dit démerdez-vous, et en gros l'humanité est un petit peu à sa merci, et on sent qu'on est dans une période où des choses très graves sont en train de se passer, où les dieux sont en colère, et quelque chose de démoniaque est en train de se réveiller. Néanmoins, le tome 2 pour moi a été aussi très lent, ça prend son temps, c'est pas de la fantaisie où il va y avoir des rebondissements toutes les 3 pages, bien au contraire, et même si à la fin de ce tome 2 on a des révélations, ça prend son temps. Néanmoins, nous avons, toutes les deux, surkiffé de notre lecture, c'est-à-dire que je crois que plus on lit du Brandon Sanderson et plus on adore, et je vous avoue que je préfère largement Elantris, La Voix des Rois, à d'autres ouvrages que j'ai pu lire de lui, là, qu'il avait écrit pendant le confinement, qui, par exemple Tess de la mer d'Émeraude, qui était quand même un petit peu plus jeunesse. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus adulte, et je vous avoue que j'apprécie davantage ma lecture. D'autant plus que on entre beaucoup dans la psychologie de tous les personnages, en particulier Shallan et Kaladin dans ce tome-ci. Mais pas que, puisqu'on va être aussi avec celui qui a des phases de délirium là. Et en fait, c'est super intéressant, donc on a vraiment envie de continuer, savoir ce qui va arriver à nos personnages, et surtout savoir à ce qui va arriver à cet univers absolument incroyable. Donc moi je vous conseille Brandon Sanderson, même si comme Oriane vous n'avez jamais lu de fantasy, et ben vous pouvez très bien être à fond dedans, puisque elle, je pense qu'elle va bientôt m'appeler en mode quand est-ce que tu veux lire la suite, meuf? Parce que moi je suis prête, comment te dire. Je me suis enfin réfugiée dans une saga chouchou, et alors mais quel moment de bonheur de lecture. Oh, mais qu'est-ce que j'adore cette série, vous pouvez pas savoir, c'est Jussi Adler-Olsen avec L'Effet Papillon, le tome 5, des enquêtes du département V de Karl Mork, qui sont des cold cases en fait, ils résolvent uniquement des cold cases, mais ici c'est un cold case un peu à chaud, parce qu'on est dans une course-poursuite avec un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Marco, qui s'échappe en fait de son réseau mafieux dans lequel il est obligé de mendier pour le compte de son oncle, qui est un gros mafieux quoi. Marco s'échappe et pendant sa fuite nocturne, il tombe dans une espèce de trou et en fait il s'aperçoit qu'il est à côté d'un cadavre. Et ce cadavre qui l'a refroidi, eh bien les membres de sa mafia. Ce cadavre, qui est-ce? Eh bien c'est un homme qui était lié à un réseau de, on va dire, de malversation financière avec l'Afrique. Voilà, donc il y a des fonds qui sont envoyés à l'Afrique et qui sont intégralement détournés par des personnes. Voilà, je peux pas vous dire de qui il s'agit, mais en gros ça va vous mener très très loin dans la société danoise. Et ce qui a été vraiment génial dans ce livre, c'est de voir comment les petites actions du Marco là de 14 ans qui vont se répercuter les unes aux autres vont réussir à faire émerger cette affaire là de malversation financière.
des détournements d'argent, jusqu'aux mains de Karl Mork. Et j'ai adoré Marco, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré comment ça va vite. Il y a certaines personnes qui sont très fans de la saga qui ont dit oui, mais nous ça nous dérange parce que dès le début du livre en fait on sait qui est l'assassin. Alors oui, on le sait, mais il y a d'autres cadavres par la suite. Et puis il y a cette course-poursuite qui est absolument fabuleuse. Et puis la façon dont ils se rencontrent. Marco et Karl, est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce que Marco va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir vivant? En fait, c'est ça qu'on se demande dans cet ouvrage. Et surtout si justice sera rendue à tous ceux qui malheureusement ont été morts et enterrés. Et est-ce que les méchants ou ceux qui s'en mettent plein les poches vont être mis en prison? Donc ce livre-là, je l'ai clairement mis sous le péché capital de l'avarice. Puisqu'il est question ici de ça, hein, clairement, dans le mobile des meurtres. Je veux dire, je vous spoil rien, vous le savez dès les premières pages. Mais c'est surtout la façon dont c'est fait, quoi. J'ai adoré parce que ça change un petit peu des autres tomes. Vous en découvrez encore plus sur le personnage de Assad, moi que j'adore. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand Assad est découvert par le réseau mafieux, là, quand ils ont affaire à lui, en gros, ils ont du mal à le sentir, quoi. Ils disent « Ouh, celui-là, il est un petit peu bizarre. » Donc, une fois de plus, on se dit « Waouh, mais Assad, mais qui es-tu » En fait, ça me rend juste ouf. Et puis toujours les relations, les rapports entre les personnages, entre nos enquêteurs, qui sont mais tellement drôles, mais ils s'envoient des fions dans la tronche, mais toutes les 2 secondes, quoi. C'est juste trop drôle. Il y en a, ils peuvent plus piffrer, et pourtant ils sont obligés de bosser ensemble. Bref, c'est extrêmement drôle. Moi j'adore. C'est une grosse critique de la société danoise, même si franchement c'est pas la plus corrompue hein, en Europe, mais une grosse critique de la société danoise. C'est moderne, c'est punchy, c'est palpitant, ça va vite, c'est intelligent, et puis les personnages sont juste dingues quoi. Mais vraiment, lancez-vous dans cette saga. Le premier tome s'appelle, il me semble, Délivrance, et vraiment, mais qu'attendez-vous pour découvrir cette saga? C'est juste génial. À chaque fois, c'est des briques, hein. Celui-là, il faisait plus de 700 pages, mais je me suis régalée. Dans ma lecture, je l'ai bouffé en 3 jours. C'est juste génial et je vous le conseille énormément. C'est une saga coup de cœur, mais toute la saga est coup de cœur pour moi. À chaque fois, ça revient sur des faits de société, sur des topics qui sont hyper importants. Il y en avait un où on parlait notamment de l'avortement forcé des femmes en Scandinavie. Bref, c'est ultra intelligent et moi j'adore ce que fait Jussi Adler-Olsen. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Mes chiens sont en train de venir me chercher là actuellement parce qu'ils en ont marre que je tourne. Donc voilà, comment vous dire, je vais les retrouver de ce pas. Je vais m'occuper de leur cas. Et pour ma part, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous aimeriez en lire, peut-être avec moi, si vous voulez continuer la saga, hein, Jussi Adler-Olsen, vous voyez à peu près où j'en suis. Ce serait avec grand plaisir. Et puis, sur ce, moi je vous abandonne. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo parce que j'adore partager avec vous. Et puis moi je vous retrouve prochainement dans une vidéo qui sera... peut-être un vlog, mais je préfère pas vous faire des fausses promesses. Allez, bye!